Que se passe-t-il lorsqu'un enfant disparaît et que la quête de vérité se transforme en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, de plus calculé? La disparition de Madeleine McCann hante le monde depuis près de 2 décennies. Affiches, conférences de presse, appels télévisés, tous dépeignent le portrait d'une petite fille volée dans la nuit. Pourtant, sous l'histoire publique se cache une piste de contradiction, de silence et de détails qui refusent de disparaître. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une enfant disparue, c'est l'affaire d'un récit, d'un contrôle et de la possibilité dévastatrice que ce qui a été dit au monde n'est pas ce qui s'est réellement passé. Le 3 mai 2007, la ville côtière de Praia da Luz, au Portugal, résonnait des rires des vacanciers. Les McCann, médecins de profession, étaient en vacances avec des amis. Leur routine semblait innocente. Chaque soir, les adultes dînaient ensemble pendant que les enfants dormaient dans des appartements voisins. Pas de baby-sitter, pas de surveillance, juste des vérifications occasionnelles. Cette nuit-là, cependant, le système a échoué. Du moins, c'est ce que l'on racontait. Madeleine, âgée de seulement 3 ans, avait disparu. Dès le tout début, quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun cri entendu dans la nuit, aucune preuve d'un intrus s'étant faufilé silencieusement. Au lieu de cela, ce qui a émergé était un récit soigneusement orchestré, qui parlait fort en public, mais effaçait discrètement les faits gênants. Des témoins étaient en désaccord sur les détails, les chronologies se chevauchaient étrangement, et des objets aussi ordinaires qu'un sac de tennis ou un réfrigérateur portaient soudain le poids du soupçon. Puis vint le silence. Le refus de répondre à 48 questions directes de la police, les équipes juridiques engagées en quelques jours, les photographies modifiées au-delà de toute utilisation pour l'enquête. Les parents sont censés s'effondrer, supplier, exiger. Ici, le comportement semblait répété, mis en scène, presque comme du théâtre. Cette histoire commence non pas avec l'image d'un étranger dans l'obscurité, mais avec une possibilité plus silencieuse et plus troublante, qu'un accident se soit produit et qu'à partir de ce moment, tout ait été question de dissimulation. La recherche de Madeleine est devenue une campagne, une marque, tandis que la vérité s'enfonçait davantage dans l'ombre. Et tandis que nous décollons les couches de silence, la question demeure, était-ce réellement un enlèvement ou le début de l'une des plus grandes dissimulations de notre époque? La soirée a commencé comme tant d'autres pendant ces vacances. Le groupe d'amis, plus tard connu sous le nom des Tapas Neufs, s'est réuni au restaurant du complexe hôtelier, à quelques pas de leurs appartements. Les assiettes claquaient, les verres à vin scintillaient, les rires résonnaient sur la terrasse. À l'intérieur de l'appartement 5A, cependant, les enfants McCann dormaient. Du moins, c'était la version des faits que tout le monde était censé croire. Le soi-disant système de vérification était simple. Toutes les 20 à 30 minutes, l'un des adultes s'excusait, retournait à son appartement, jetait un coup d'œil à l'intérieur, puis revenait à table. En surface, cela donnait une impression de responsabilité. Mais derrière cette routine se cachaient des questions. Qui a vraiment vu les enfants? Qui a confirmé que Madeleine était en sécurité après le petit déjeuner ce jour-là? En dehors du groupe, personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Jerry McCann, médecin, connaissait la médecine. Des théories suggèrent que cette nuit-là, comme d'autres auparavant, les enfants auraient pu recevoir un léger sédatif pour les maintenir endormis pendant que les adultes profitaient de leur soirée sans être dérangés. Un comprimé, quelques gouttes, inoffensifs, certains pourraient penser. Mais les sédatifs sont imprévisibles, surtout avec de jeunes enfants. Trop ou simplement une réaction unique peut faire basculer l'équilibre entre le calme et la catastrophe. Imaginez Madeleine se réveillant. Elle est groggy, instable, essayant peut-être d'atteindre le canapé près de la fenêtre, comme elle le faisait souvent. Son petit corps, engourdi par le médicament, ne peut pas tenir en équilibre. Un faux pas, une chute, et la nuit de vacances se transforme en tragédie. À ce moment-là, Jerry est le premier à la trouver. Ce qui aurait dû être un cri de panique, un appel désespéré à l'aide, devient tout autre chose. Au lieu d'appeler les services d'urgence, il appelle Kate. Ensemble, pendant ces quelques minutes intenses, ils prennent une décision. Ne pas pleurer, ne pas expliquer, mais dissimuler. La peur les submerge. Pas seulement la peur de perdre Madeleine, mais de perdre leurs autres enfants, leur carrière, leur liberté. Un accident révélé pourrait tout détruire.
À partir de là, l'histoire change. Les parents endeuillés que le monde verrait plus tard étaient, à ce moment-là, des solutionneurs de problèmes, froids, stratégiques, envisageant déjà la suite. La dissimulation commence par de petites actions. Où placer le corps? Comment faire en sorte que la scène paraisse intacte s'il faut la mettre en scène sur le canapé avec son jouet Cuddle Cat? Mais il réalisa vite que rien ne tiendra. Et ainsi, un autre plan commence à se former. La nuit du 3 mai n'a pas été le chaos. Ce fut une chorégraphie. Ce n'était pas une recherche désespérée d'une enfant disparue. Ce fut le premier pas d'un long et délibéré effort pour réécrire la vérité. Toute dissimulation laisse des traces, et dans les jours suivant la disparition de Madeleine, de petits détails, mais révélateurs, ont commencé à faire surface. Ce n'étaient pas les indices dramatiques d'un enlèvement cinématographique. Pas de fenêtres brisées, pas d'empreintes de pas boueuses, pas de serrures forcées. Au lieu de cela, ils étaient plus silencieux, plus troublants, comme des murmures de ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de l'appartement 5A. L'une des anomalies les plus frappantes fut la disparition d'un grand sac de tennis bleu. Avant le 3 mai, ce sac était clairement visible sur les photographies. Il était assez grand pour contenir des équipements sportifs ou le corps d'une petite enfant. Après cette nuit-là, le sac n'a plus jamais été revu. Interrogés, les McCann ont nié avoir jamais possédé un tel objet, malgré des preuves photographiques du contraire. Pourquoi nier quelque chose d'aussi ordinaire, à moins que ce ne soit lié à quelque chose d'extraordinaire? Puis vinrent les chiens. Des chiens renifleurs de cadavres britanniques, spécialement entraînés, ont été amenés au Portugal des semaines plus tard. Leurs nez n'ont pas été trompés par les apparences ou les excuses. Ils ont réagi fortement à l'intérieur de l'appartement des McCann, notamment à l'armoire de la chambre des parents. Ils ont de nouveau alerté sur les vêtements de Kate, et plus troublant encore, sur le doudou de Madeleine, Cuddle Cat, l'objet même que Kate tenait souvent en public comme un symbole de deuil maternel. Pour les chiens, cependant, ils portaient une autre odeur, la signature chimique indubitable de la mort. Cette découverte a soulevé des questions troublantes. Pourquoi le jouet préféré d'une enfant, manipulé quotidiennement, porterait-il la trace de la décomposition? Pourquoi les vêtements des parents feraient-ils de même? Pour les enquêteurs, cela suggérait qu'après la mort de Madeleine, elle avait été en contact étroit avec ces objets, suffisamment longtemps pour que l'odeur se transfère. Le schéma s'est poursuivi avec la voiture familiale. Bien qu'elle n'ait été louée que des semaines plus tard, des chiens détecteurs de cadavres et de sang ont plus tard alerté sur le coffre du véhicule. Mais avant même que la voiture n'entre dans l'histoire, les indices à l'intérieur de l'appartement étaient suffisamment accablants. Une armoire qui n'aurait dû sentir que le tissu portait l'ombre d'un corps sans vie. Chaque élément de preuve semblait pointer non pas vers l'extérieur, vers un intrus, mais vers l'intérieur, vers la dissimulation. Un sac disparu, un jouet contaminé, des vêtements qui murmuraient un contact avec la mort. Ce n'étaient pas des signes d'enlèvement. C'étaient des signes d'une tentative désespérée de gérer une tragédie, de maintenir une histoire intacte. Ce qui a commencé comme un choix unique, caché plutôt que confessé, a maintenant pris racine dans le monde physique. Peu importe à quel point les McCann contrôlèrent leur récit, les objets parlaient d'une manière que les mots ne pouvaient pas. Et ces objets racontaient une vérité plus sombre. Madeleine n'avait pas été volée dans son lit. Elle avait été cachée. Lorsqu'une vie est perdue, le temps devient l'ennemi. Sous la chaleur du Portugal, la décomposition commence rapidement, ne laissant que peu de chances de retarder l'inévitable. Pourtant, l'affaire McCann révèle un détail étrange. Un détail qui suggère que le temps n'a pas été laissé à son cours naturel. Des semaines après la disparition de Madeleine, Jerry McCann a écrit un billet de blog mentionnant le remplacement d'un réfrigérateur dans une villa louée. À première vue, cela semblait trivial, un commentaire passager sur un désagrément domestique. Mais dans une affaire comme celle-ci, rien n'est trivial. Le billet a ensuite été supprimé, soulevant une question troublante. Pourquoi un père, au milieu d'une recherche mondiale pour sa fille disparue, choisirait-il d'écrire sur un frigo, puis l'effacerait-il? Le soupçon est glaçant. Si le corps de Madeleine avait été temporairement placé dans une chambre froide, la décomposition aurait ralenti. Cela aurait donné aux McCann un temps précieux pour planifier, pour réfléchir, pour attendre le bon moment pour la déplacer à nouveau. Le sac de tennis disparu aurait pu la transporter hors de l'appartement.
Le frigo aurait pu la cacher jusqu'à ce que le chaos des premiers jours se calme, et considérer le timing. Le blog de Jerry faisait référence au remplacement du frigo fin mai, plus de 3 semaines après la disparition de Madeleine. À ce moment-là, la frénésie initiale était passée, les caméras avaient changé de cible, et les McCann avaient à déménager dans une autre villa. Un réfrigérateur cassé, discrètement emporté à la décharge par Jerry lui-même, sans l'implication d'un propriétaire ou d'un technicien, n'est pas une routine, c'est délibéré. Ce détail aurait pu être oublié s'il n'avait pas été effacé. La suppression du billet de blog le rend plus que suspect. Les gens effacent ce qui les menace. Ils effacent ce qui pourrait relier les points. Le réfrigérateur est un symbole dans cette histoire. Non pas une preuve en soi, mais un vide qui s'intègre trop parfaitement dans la chaîne des maillons manquants. Un sac disparu, un jouet contaminé, une armoire qui sentait la mort, et maintenant, un frigo mentionné, puis passé sous silence. Chaque pièce seule soulève des questions. Ensemble, elles tout tracent une ligne entre un accident et une dissimulation soigneusement gérée par étapes. La nuit du 3 mai s'est peut-être achevée avec la mort de Madeleine, mais ce qui a suivi fut une campagne pour étirer le temps, acheter le silence et retenir la vérité aussi longtemps que possible. Et dans le bourdonnement froid d'un réfrigérateur, la dissimulation a trouvé sa première pause. 25 jours après la disparition de Madeleine, les McCann ont loué un Renault Scénic argenté. En surface, ce n'était qu'une autre voiture familiale, anodine, pratique, oubliable. Pourtant, ce véhicule allait bientôt devenir l'une des preuves les plus accablantes de toute l'affaire. Début août, des chiens renifleurs de cadavres britanniques ont été amenés au Portugal. Ce n'étaient pas des chiens renifleurs ordinaires, c'étaient des spécialistes entraînés à détecter l'odeur unique de la décomposition humaine. Lorsqu'ils ont été lâchés autour des affaires des McCann, leurs réactions ont été d'une précision glaçante. Les chiens ont alerté sur des endroits précis, non pas au hasard, mais à plusieurs reprises. L'armoire de l'appartement 5A, les vêtements de Kate, le jouet de Madeleine, et puis, sans équivoque, le Renault Scénic. Un chien a fortement réagi à la porte côté conducteur et au coffre. L'autre, entraîné à détecter le sang, a confirmé la découverte. Ce n'était pas une coïncidence. 2 chiens, 2 compétences différentes, pointant tous deux vers le même véhicule. À l'intérieur du coffre, les enquêteurs ont également trouvé de petites traces de sang, pas suffisantes pour une condamnation, mais suffisantes pour soulever des soupçons. Comment cela était-il possible? Si Madeleine avait vraiment été enlevée par un étranger le 3 mai, pourquoi son odeur et son sang apparaîtraient-ils dans une voiture louée par ses parents près d'1 mois plus tard? Les McCann ont proposé des explications. Couches sales, viande avariée, ordures ménagères. Mais les chiens renifleurs de cadavres n'alertent pas sur les déchets alimentaires ou l'hygiène infantile. Ils ne réagissent qu'aux marqueurs chimiques de la mort, une odeur si distincte et si persistante que les dresseurs la décrivent comme inoubliable. Des voisins ont ajouté un autre détail troublant. Ils ont remarqué que le coffre du Renault Scénic était parfois laissé ouvert pendant la chaleur estivale. Pendant les nuits étouffantes du Portugal, pourquoi laisserait-on un coffre ouvert, à moins d'essayer d'aérer une odeur qui ne pouvait être effacée? La chronologie concorde trop parfaitement pour être ignorée. Si le corps de Madeleine avait été caché temporairement, peut-être dans un entrepôt frigorifique, la voiture de location a fourni le moyen d'un dernier déplacement. Les chiens ont détecté ce que les yeux humains ne pouvaient effacer. Une présence persistante que la science confirme, mais que les mots ne peuvent excuser. Plus révélateur encore fut la réaction des McCann. Ils n'ont pas accueilli favorablement d'autres tests. Ils n'ont pas dit « cherchez à nouveau, prouvez notre innocence ». Au lieu de cela, ils ont remis en question les chiens, attaqué la fiabilité des méthodes médico-légales et engagé des avocats pour contester les outils mêmes qui avaient dingue révélé des vérités dans d'innombrables autres affaires. Le Renault Scénic n'était pas simplement une voiture. C'était un vaisseau qui portait le poids du soupçon, un témoin silencieux de ce qui a pu être le dernier voyage de Madeleine. Et comme le sac de tennis disparu et le billet de blog supprimé, il est devenu un maillon de plus dans une chaîne qui s'éloignait de l'enlèvement pour se diriger vers la dissimulation. Derrière chaque histoire, il y a ceux qui choisissent de parler et ceux qui choisissent de se taire. Dans l'affaire McCann, le silence du groupe Tapas a toujours été l'un des éléments les plus troublants. 7 amis, médecins et professionnels, tous présents lors de ces vacances, tous liés par la même chronologie,
et pourtant aucun d'eux n'a jamais dérogé au scénario. Le groupe a insisté sur le fait qu'ils avaient un système. Chaque adulte vérifiait à tour de rôle leurs enfants toutes les 15 à 30 minutes. Au début, cela semblait raisonnable, même rassurant. Mais les détails ont rapidement commencé à s'effriter. Les heures qu'ils déclaraient étaient trop précises, trop parfaitement espacées, presque comme un emploi du temps répété. Qui a confirmé ces vérifications? Aucun serveur, aucun membre du personnel, aucun autre client n'a jamais rappelé le flux constant de parents quittant la table. En dehors de leurs propres déclarations, il n'y avait aucune preuve que ces vérifications aient même eu lieu. Puis vinrent les contradictions. Jane Tanner a juré avoir vu un homme portant un petit enfant vers 21h15, une observation qui est devenue centrale dans la théorie de l'enlèvement. Mais plus tard, le touriste irlandais Martin Smith a rapporté avoir vu un homme vers 22h portant un enfant qui ressemblait étrangement à Jerry McCann lui-même. Sa déclaration était directement en contradiction avec le récit du groupe. Les McCann ont adopté l'histoire de Jane, elle soutenait leur version, mais ont totalement ignoré l'observation de Smith. Plus troublant encore fut la manière dont le groupe s'est soudé. Lorsque la police portugaise les a invités à revenir pour un complément d'interrogatoire, plusieurs ont refusé. Personne n'a contredit le récit officiel. Personne n'a admis d'incertitude. Leur silence n'était pas neutre, il était protecteur. Que ce soit par loyauté, culpabilité ou peur, ils ont choisi de soutenir une seule histoire. Et tandis que le silence devenait plus assourdissant, avocats et agents de relations publiques arrivèrent. Quelques jours après la disparition de Madeleine, les McCann avaient engagé l'une des équipes juridiques les plus chères du Royaume-Uni. À leur côté est arrivé Clarence Mitchell, un porte-parole médiatique lié au gouvernement, dont le travail n'était pas de chercher une enfant mais de gérer un récit. Ce qui a commencé comme une tragédie ressemblait de plus en plus à une campagne. Le groupe Tapas n'a peut-être pas tout connu de la vérité, mais leur silence coordonné a construit un mur autour des McCann. Et derrière ce mur, l'histoire de l'enlèvement a perduré, tandis que la vérité avait du mal à respirer. Dès les premières heures après la disparition de Madeleine, quelque chose d'inhabituel s'est déroulé. Ceci n'a pas été traité comme une enquête standard sur un enfant disparu. C'est devenu une affaire d'État, avec des couches d'influence et de gestion de l'image, qui allaient bien au-delà des murs de l'appartement 5A. En quelques heures, le gouvernement britannique était impliqué, non seulement le personnel consulaire, mais des hauts fonctionnaires. Des diplomates sont arrivés au Portugal avant même d'être officiellement sollicités. Peu après, les McCann ont engagé une puissante équipe juridique et les services de Clarence Mitchell, ancien chef de l'unité de surveillance des médias du gouvernement britannique. Sa tâche n'était pas de peigner les plages ou les forêts, mais de construire un message. Madeleine a été enlevée. Les parents étaient des victimes et toutes les autres possibilités devaient être écartées. Les médias se sont conformés. Les gros titres criaient à l'enlèvement. Les émissions de télévision ont présenté les McCann comme des figures de deuil et de compassion. Lorsque les chiens renifleurs de cadavres ont alerté à la mort, l'histoire a basculé vers leur prétendue inefficacité. Lorsque des incohérences dans la chronologie ont fait surface, les critiques ont été dépeints comme de cruels conspirationnistes. Les journalistes qui posaient des questions étaient confrontés à des menaces juridiques ou à l'isolement professionnel. Le résultat fut un récit si soigneusement peaufiné qu'il commença à ressembler moins à une tragédie qu'à une pièce de théâtre. Puis vint le bâillonnement de la dissidence. L'enquêteur portugais Gonçalo Amaral, qui a suivi les preuves vers les McCann eux-mêmes, a été retiré de l'affaire. Son livre, basé sur des dossiers de police officiels, a été interdit et discrédité. Il a été dépeint comme amer et malhonnête, non pas parce que ses preuves étaient faibles, mais parce que ses conclusions ne correspondaient pas à l'histoire qui avait été choisie. Pendant ce temps, l'image publique des McCann était gérée avec précision. Des photographies de Kate tenant Cuddle Cat ont circulé dans le monde entier. Les conférences de presse étaient soigneusement mises en scène, les interviews répétées, chaque réponse mesurée. C'était moins le langage de parents endeuillés et plus la stratégie de gestionnaire de crise. Et pourtant, la question centrale restait sans réponse. Où était Madeleine? Le récit contrôlait la perception, mais il n'a jamais produit la vérité.
En fin de compte, cette affaire a dépassé le cadre d'un seul enfant. Elle est devenue un exemple de la manière dont les médias, la politique et l'influence peuvent façonner ce que le monde croit. Un sac de tennis disparu, un billet de blog supprimé, une voiture qui sentait la mort, tous ensevelis sous le poids d'une histoire protégée au plus haut niveau. Madeleine McCann n'avait pas besoin de marketing, elle avait besoin de vérité. Mais la vérité était la seule chose que le monde n'a jamais été autorisé à entendre pleinement.